never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec le VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et de prévention. You never feel happy until you try. Never feel happy until you try. You never feel happy until you try. Never feel happy until you try. You never. Valentine au micro comme chaque semaine. Alors pour cette dernière émission avant la pause de printemps, de 2 semaines, on va parler des nouveaux traitements contre le VIH. C'est les injections à longue durée d'action. On va parler ensuite des annonces du cœur comme d'habitude et on évoquera quelques infos de la semaine. Si vous souhaitez réagir à notre émission, je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 01 40 40 90 25. Laissez-nous aussi un message sur le site comitédesfamilles.net. Nous avons également des réseaux sociaux, le compte Twitter @VIH Radio et la page Comité des familles sur Facebook. Retrouvez aussi toutes nos émissions en podcast sur notre site, mais aussi Spotify, Apple Podcasts et Audioblog. Until you try. Everybody needs this. Je suis avec Action Traitement aujourd'hui. C'est une association qui vise à informer, accompagner et défendre les personnes qui vivent avec le VIH. Et ils sont présents aujourd'hui pour nous parler des injections à longue durée d'action. Alors, ces injections ont été autorisées par l'Agence européenne de médicaments le 16 octobre dernier. C'est une thérapie anti-VIH qui s'administre, comme son nom l'indique, par injection de 2 antirétroviraux de manière mensuelle ou bimenstruelle. Ça remplace une prise quotidienne de comprimés et pour en parler, je suis en studio avec Julia, présidente d'Action Traitement. Bonjour Julia. Oui, merci beaucoup au Comité des familles de nous avoir invités. Une petite rectification, je suis directrice d'Action Traitement. Directrice, tu fais bien. Et non présidente. D'accord, tu fais bien de préciser. Et nous sommes par téléphone avec Jean-Marc Bitoun, président d'honneur d'Action Traitement, qui gère aussi la ligne d'écoute de l'association. Bonjour Jean-Marc. Bonjour tout le monde, merci de nous avoir invités pour parler de quelque chose de révolutionnaire, on va dire. Exactement. On va expliquer pourquoi c'est révolutionnaire. On écoutera aussi un peu plus tard le témoignage de Lionel qui vit avec le VIH et qui nous partagera ses impressions parce que lui a changé de traitement. Il est passé des comprimés quotidiens aux injections. Mais d'abord, je vais laisser peut-être Jean-Marc ou Julia un peu expliquer plus en détail ce que c'est ces fameuses injections à longue durée d'action. Donc je vais répondre sur cette question puisque c'est sur les questions thérapeutiques je suis toujours amené à répondre sur la ligne d'écoute et puis à m'informer effectivement sur toutes ces nouveautés. Donc vraiment une révolution, oui, mais je mettrai un petit bémol quand même puisque c'est une révolution et plusieurs enquêtes réalisées ont montré que la prise régulière de médicaments était anxiogène et rappelait pour certains douloureusement la maladie. Donc c'est vrai que d'avoir une injection tous les 2 mois, c'est quelque chose qui va être vraiment quelque chose qui va améliorer le quotidien des personnes vivant avec le VIH et même aussi en termes de confidentialité, puisque l'injection se fait pas à domicile, elle se fait à l'hôpital, en tout cas pour les 2 premiers mois et les 3 premières injections se font à l'hôpital. Après, on pourra le faire en ville. Donc ça pour certains c'est bien et pour d'autres ça peut être aussi plus compliqué en fonction de si on travaille, si on a une vie familiale aussi, c'est peut-être pas toujours facile d'aller à l'hôpital souvent. Donc voilà. Donc je pense que il y a des bons côtés et puis il y a aussi des côtés où il faut faire attention et ça fonctionne pas pour tout le monde non plus. D'accord. Ces nouveaux traitements, il faut ne pas avoir de résistance. Je parle dans mon cas par exemple, je ne pourrais pas bénéficier de ce traitement puisque je suis depuis très longtemps sous traitement et j'ai acquis des résistances avec certaines molécules. Donc je ne pourrais pas bénéficier de ce traitement injectable pour l'instant en tout cas.
la science évolue rapidement, donc il faut rester toujours optimiste. Voilà, donc là actuellement, on parle d'une bithérapie, avec le vocabria et le récambis. Ce sont deux nouvelles molécules, donc qui sont injectées tous les 2 mois, donc c'est quand même beaucoup plus pratique, on peut dire. Et donc c'est toujours ces deux molécules-là qui sont utilisées Alors, pour pour les injections? l'instant, oui. Alors, il y a d'autres molécules qui sont à l'étude, comme le lenacapavir, qui sont déjà bien avancées et qui pourront même être utiles dans les thérapies de sauvetage pour les gens qui ont déjà épuisé tout l'arsenal thérapeutique et qui ont du mal à trouver des molécules qui peuvent fonctionner chez eux puisqu'il y a des résistances. Donc le lenacapavir pourra faire partie aussi, mais je pense qu'il y en aura d'autres. C'est un marché qui va intéresser les laboratoires et je pense qu'ils vont essayer de développer ce genre de choses. Alors maintenant, après, je pense que c'est du cas par cas. On ne peut pas dire que tout le monde pourra prendre ces molécules. C'est pas aussi simple que ça. Donc il faut en parler avec son médecin et voir en fonction de ce que l'on a comme traitement, est-ce qu'on peut accéder à ça. Une autre donnée aussi, c'est que jusqu'à maintenant, on prend d'abord le traitement en comprimé. Le fameux traitement dont on parle, c'est en comprimé pour commencer, et après on fera les injections. Pourquoi ? Parce que si on prend un nouveau traitement, il faut déjà voir si on le tolère bien, s'il n'y a pas d'effet indésirable. Et à partir du moment où on a bien toléré le médicament, on peut passer à la forme injectable. Si on fait de l'injectable dès le départ, on peut pas revenir en arrière. Donc on est parti sur 2 mois et il faut supporter les effets indésirables. Maintenant, il y a eu une étude récente qui a montré qu'il n'y avait pas de différence entre les gens qui prenaient le traitement d'abord en comprimé et en injectable après, avec des personnes qui le prenaient directement en injectable. Donc c'est des données nouvelles qui ne sont pas applicables forcément tout de suite, mais qui peut-être à terme vont permettre de prendre directement les injections. Et Et ce traitement, il vient d'où en fait ? Est-ce qu'il vient d'un pays en particulier ? Est-ce qu'il était déjà utilisé avant ? En général, ce sont des laboratoires. Souvent, c'est outre-Atlantique que commencent les essais avec les nouvelles molécules. Pourquoi ? Parce que outre-Atlantique, je parle des États-Unis en particulier, les budgets pour la recherche sont 10 fois plus importants qu'en France. Donc c'est souvent dans ces pays-là. Là, je vous cache pas que j'ai pas exactement l'origine du traitement, mais je sais qu'en général, les traitements c'est plutôt outre-Atlantique que ça commence. Les premières trithérapies ont commencé outre-Atlantique aussi, avant d'être acceptées d'abord par l'Union européenne et après d'être négociées pour que ça puisse avoir lieu en France. Donc souvent, c'est outre-Atlantique en tout cas que cette recherche se fait, parce que des gros moyens, parce que pour trouver des molécules comme ça, il faut des gros moyens, des gros essais, et donc c'est pour ça que c'est souvent des laboratoires américains qui travaillent sur ces nouvelles approches. Et du coup, quels sont les bénéfices que peuvent en tirer les personnes qui vivent avec le VIH et qui sont éligibles au traitement avec ce type de traitement, contrairement à l'ancien qui sont, je le rappelle, des comprimés quotidiens ? Alors, le bénéfice, il est d'abord déjà, on n'a plus besoin de prendre des médicaments tous les jours. Donc, on va dire, par exemple, quand on travaille, par exemple, en fonction du mode de travail qu'on a, ou du mode de vie qu'on a, si on sort, qu'on se lève, on n'arrive pas à se lever le matin, qu'on traîne, donc ça va apporter un confort déjà par rapport à ça, puisqu'on n'aura pas déjà les contraintes de dire il faut que je me lève tous les matins pour prendre mon traitement à 8 heures. Donc puisque les durées de vie maintenant des traitements c'est 24 heures, donc on prend tous les matins à 8 heures. Donc là on n'a pas cette contrainte. D'autre part, on a en termes de confidentialité. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vivent dans certains milieux familiaux, certains milieux ou dans un foyer avec d'autres gens, donc ils n'ont pas envie qu'on voit qu'ils prennent des médicaments. Donc je pense que de ce côté-là, ça va apporter effectivement beaucoup plus de confort et de discrétion. Donc ça, c'est déjà le gros point, je pense, qu'il faut retenir. Oui, et en plus, il y a également les personnes qui vivent dans des petits villages reculés, qui doivent faire 1 heure de route pour aller à la pharmacie chercher leur traitement. Donc c'est aussi un confort de vie. Oui, et là c'est pareil, ça va dans les deux sens. Effectivement, aller à la pharmacie, c'est pas toujours simple, mais aussi aller à l'hôpital, c'est pas toujours simple. Parce qu'il y a des gens aussi qui vivent aussi dans les campagnes et qui font beaucoup de kilomètres pour aller à l'hôpital. Mais ils le feront moins souvent. Donc c'est déjà ça le gain aussi. Mais je pense surtout la discrétion et puis de ne pas prendre des comprimés tous les jours. Donc on va aussi un petit peu oublier un petit peu la maladie. Enfin, pas totalement l'oublier, mais pas penser qu'à ça, passer à autre chose. Et savoir qu'aujourd'hui on
on vit beaucoup mieux avec le VIH, il y a beaucoup moins d'effets secondaires avec les molécules. Là, dans le cadre de ces injections, on n'a pas beaucoup de recul, mais ce que moi j'ai déjà écouté sur la ligne, c'est que c'est plus au niveau du point d'injection qu'il peut y avoir un petit peu de douleur, hein, voilà, puisque ça se fait dans les fesses et c'est intramusculaire, donc ça peut être un petit peu douloureux. C'est la seule chose que j'ai pu retenir, mais ou sinon c'est en tout cas par rapport à d'autres traitements, ça sera peut-être beaucoup moins insupportable, je veux dire. Et du coup, les premières injections se font à l'hôpital et ensuite, ça peut être administré, par exemple, par une infirmière, c'est ça ? Absolument. D'abord, ça commence. Les 3 premières injections se font donc à l'hôpital référent. Hein, on est suivi pour son VIH et après, effectivement, il y a une ordonnance qui est faite et ça se fera avec l'infirmière, soit dans son cabinet d'infirmier, soit à domicile. Voilà. Et en termes de prix... Pardon. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, mais c'était ça par rapport au côté pratique, quoi. Et du coup, en termes de prix, est-ce que c'est plus cher, moins cher ? C'est pris en charge par la sécurité sociale ? Comment ça se passe un peu le remboursement ? De toute façon, savoir que quand on est infecté par le VIH, on est automatiquement pris en charge à 100% pour tout. Mais je connais pas vraiment, mais je pense que ce sont pas des traitements donnés. Hein. C'est vraiment très cher. Je pense que quand il y a des nouvelles molécules, il faut savoir que les laboratoires, comme je vous l'ai dit, mettent beaucoup d'argent pour développer ces molécules et on ne va pas se plaindre. Mais effectivement, il faut qu'ils aient un retour sur investissement. Et effectivement, les prix sont assez élevés et il y a des négociations. C'est toujours ça le fait que ça prend des fois du retard pour qu'on ait accès à certains médicaments, sauf en compassionnel. Quand on est dans des situations très difficiles, on peut l'avoir gratuitement par le labo, mais sinon, il y a une négociation qui se fait entre les autorités de tutelle, et donc la sécurité sociale, enfin l'assurance maladie, et ces laboratoires pour obtenir un prix le plus abordable possible. Mais des fois, c'est très cher. On a vu dans le cas des hépatites, par exemple, que les traitements coûtaient extrêmement cher. Mais ça permettait de guérir, donc d'éradiquer le virus. Donc c'était quand même, ça a quand même été négocié et accepté. Ça coûte très cher. Comme les traitements anticancéreux coûtent aussi très cher. C'est pareil, il n'y a pas que le VIH qui coûte cher. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on est toujours pris à 100% pour les soins et pour le médicament. C'est-à-dire pour les soins, l'infirmière qui vient, et pour le médicament, bien entendu, c'est dans le cas du 100%. Et d'ailleurs, on ne peut pas l'obtenir en dehors du 100%. C'est l'hôpital qui délivre le médicament, donc c'est à 100%. D'accord. Et comment ça se passe si on est né à l'étranger ? Et donc, on n'a pas forcément de sécurité sociale française, etc. Alors, quand on est né à l'étranger, il y a des dispositifs qui existent dans les hôpitaux. J'ai eu à accompagner plusieurs fois des personnes qui n'avaient pas de droits sociaux au départ. Et il y a dans les hôpitaux, dans tous les hôpitaux qui traitent des infections, il y a un dispositif PASS qui s'appelle le dispositif PASS où la personne est vue d'abord en premier par un médecin qui va déterminer ce qu'il a besoin en termes de médicaments, en termes d'analyse pour pouvoir commencer un traitement. Et il va mettre en place un système qui va lui permettre d'avoir son médicament gratuitement, en tout cas le temps qu'il ait ses droits. Donc ça, il y a dans les hôpitaux, je pense à Saint-Antoine par exemple, ou d'autres hôpitaux, tous les hôpitaux, en tout cas même Bichat, tout ça, il y a une permanence qui s'occupe de mettre en place ce dispositif pour les personnes qui n'ont pas, parce que c'est une question de survie pour les gens qui vivent avec le VIH. Si vous ne prenez pas de traitement et que vous restez longtemps sans traitement, l'immunité tombe, les maladies opportunistes peuvent arriver et voilà, on ne peut pas laisser les gens comme ça. On a plusieurs cas. Alors on a aussi des cas même de touristes qui arrivent ici puis qui sont restés beaucoup plus longtemps que prévu parce que ils avaient le corona, ils ne pouvaient pas repartir par exemple. Il a fallu essayer de négocier avec les pharmacies hospitalières pour qu'on les dépanne en médicaments. Donc il y a un tas de dispositifs qui sont possibles et souvent les gens nous contactent d'ailleurs à l'association Action Traitement pour essayer de trouver des solutions. Et j'ai vu aussi en termes d'injection à longue durée d'action qu'aux États-Unis, ils avaient autorisé la PrEP par injection. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous en parler un petit peu, nous expliquer ce que c'est et en quoi c'est aussi utile d'avoir ce format-là pour la PrEP ?
La PrEP, que ce soit en comprimé ou en injection, de toute façon, c'est toujours utile. Ça dépend aussi de son mode de vie, est-ce qu'on a beaucoup de partenaires, est-ce qu'on a un problème avec le préservatif. Parce que la PrEP, c'est ce qu'on appelle la prévention combinée. La PrEP, elle n'est pas là pour remplacer le préservatif. Elle est là pour aller avec le préservatif, en tout cas de faire plusieurs modes de prévention pour éviter d'attraper le VIH. Donc la PrEP, qu'elle soit en injectable, bon, bien sûr, ça va être beaucoup plus pratique que les comprimés, puisque les comprimés, il faut les prendre. Il y a plusieurs moments où on doit les prendre, donc c'est plus compliqué. Je pense que la PrEP en injectable sera beaucoup plus facile. Ça c'est sûr. Mais je ne sais pas si c'est déjà disponible en injectable. Je sais qu'il y a des études, je sais que c'est en développement, mais je ne sais pas si c'est déjà disponible. Aux États-Unis, il me semble que si, oui. Aux États-Unis. C'est en étude il y a toujours pour la un France. petit peu de délai entre les États-Unis et la France, puisqu'il faut déjà qu'il y ait la MM européenne et qu'il y ait aussi après la négociation au niveau du prix en France pour que le médicament soit disponible. Mais c'est quelque chose qui c'est sûr, qui va apporter beaucoup plus de confort, c'est pareil. Mais là, comme la PrEP, il y a plusieurs manières de prendre la PrEP. Soit on la prend tout le temps parce que on estime qu'on prend souvent des risques et qu'il faut la prendre tout le temps. Soit on la prend parce que on a un week-end de fête et puis on pense qu'on va peut-être effectivement prendre plus de risques que d'habitude. Donc là, on la prend que ponctuellement. Donc je ne sais pas après comment ça va j'ai pas assez d'éléments pour dire aujourd'hui comment ça va fonctionner. En tout cas, ça apportera sûrement beaucoup plus de confort que les cachets, c'est sûr. Oui, c'est un mode d'administration, que ce soit en traitement ou en prévention, qui est quand même intéressant, comme tu nous le disais. Est-ce qu'il y a des inconvénients quand même à ce traitement, aux injections à longue durée d'action? Moi, je dirais que l'inconvénient, je dirais deux choses. L'inconvénient, bien sûr, c'est le point d'injection, parce que c'est quand même un petit peu douloureux, comme une piqûre de pénicilline, hein, c'est un petit peu quand même un peu douloureux, d'après ce que j'ai entendu dire. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis il faut faire attention. Moi, je suis toujours prudent avec les nouveaux traitements. Vous voyez, moi, je suis un vieux loup du VIH et je me jette pas sur ce qui est nouveau. Pourquoi ? Parce que je me dis, si j'ai un traitement qui fonctionne et que je tolère bien et que je prends régulièrement et que ça se passe bien, pourquoi aller me jeter sur quelque chose de nouveau où il n'y a peut-être pas encore tout à fait le recul suffisant ? Moi, je ne me jetterai pas forcément tout de suite sur quelque chose de nouveau. Je demanderai à voir. On peut toujours essayer, on dit essuyer les plâtres. Il y a des gens qui aiment bien essuyer les plâtres. Mais moi, je préfère attendre de voir avoir un petit peu de recul, voir comment c'est toléré, avoir de nouvelles données, plutôt que de commencer, sauf si je suis dans une situation qui fait qu'effectivement, pour moi, ça va me changer ma vie. Donc, et que je tolère mal le traitement que j'ai, ou ça me pose des problèmes dans ma famille, ou même pour le voyage. Pour le voyage, ça peut être aussi quelque chose de génial, parce qu'effectivement, partant en voyage, vous n'amenez pas de traitement avec vous. Ça, c'est fantastique. Voilà, donc il y a plein de situations qui font qu'on peut être amené à plus préférer cela. Mais sur le plan personnel, moi, je ne me jetterai pas sur quelque chose de nouveau. J'attendrai plutôt. C'est un avis que tu partages, Julia. Je vois que tu hoches la tête derrière le micro. Oui, entièrement d'accord avec Jean-Marc. Pour le moment, on n'a pas énormément de recul sur les effets indésirables, comme disait Jean-Marc, comment les personnes peuvent supporter le traitement. Donc, ça peut être en effet très bénéfique et nécessaire pour des personnes qui actuellement ne supportent pas leur traitement par voie orale. Mais voilà, ça dépend des situations et de la vie de chacun, chacune, je pense, pour ces nouveaux traitements. Après, ça reste une innovation et c'est une très bonne chose que ça soit arrivé sur le marché, que ça soit disponible pour les personnes. Et est-ce que si jamais on tente les injections et puis pour X raisons, ça ne convient pas à notre mode de vie ou ça ne nous convient pas, on peut revenir à des comprimés tous les jours. Est-ce que c'est possible ? C'est toujours possible. C'est toujours possible de revenir à son ancien traitement ou à la forme comprimée. Ça, c'est toujours possible. Ce qui se passe, c'est que si on fait une injection, de toute façon, il faudra attendre les 2 mois. Oui. Puisque c'est un médicament à libération prolongée, donc il va être obligé de fonctionner sur les 2 mois, et à partir du moment où on aura eu les 2 mois, plutôt que de repasser sur une nouvelle injection, on pourra repasser à la forme comprimée, soit dans ces molécules qui sont dans le traitement injectable, soit éventuellement dans d'autres molécules qu'on prenait avant
et pour lequel on a encore une certaine efficacité, puisqu'on peut faire certains tests. Il y a ce qu'on appelle les tests génotypiques qui permettent de voir à quelles molécules on est encore sensible et qui vont fonctionner contre ce virus. Donc c'est toujours possible de changer de molécules. C'est ça aujourd'hui qui est fantastique, c'est qu'il y a quand même une trentaine de molécules disponibles. Donc si on a certains médicaments qui ne sont pas efficaces, je parle dans mon cas encore, par exemple, je suis un exemple, moi je suis résistant à certaines classes de molécules, puisque dans les molécules contre le VIH, ce sont des classes, les antiprotéases, les non-nucléosidiques, les anti-intégrases. Voilà. Donc c'est en fonction de ce fameux test génotypique qui va révéler à quoi on est encore sensible que nos médecins vont décider des traitements qu'on pourra prendre. Ce qu'on ne sait pas, nous, les patients, ce que beaucoup de patients ne savent pas aussi, c'est que quand un médecin nous change de traitement ou décide de réétudier nos traitements, c'est pas quelque chose qu'il fait tout seul. Il s'adresse à ce qu'on appelle un staff. Le staff, il y a un virologue, il y a un infectiologue, il y a plusieurs disciplines, certains pharmaciens peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a tout un certain nombre un genre de comité qui va, en fonction de notre dossier, de nos antécédents, étudier toutes les possibilités et qui va préconiser un traitement qui sera le plus efficace et le plus facile pour nous. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose qui se décide comme ça. Il y a une étude qui est faite sur votre dossier pour que ce soit le traitement le meilleur pour vous. D'accord. Voilà. Et est-ce que c'est un traitement qui était attendu par les associations et les patients en France ? Oui, ça c'est sûr que c'est quelque chose de plus de nombreux, puisqu'il y a de nombreuses années qu'on parle des traitements injectables et qu'il y a des études. Il faut savoir que quand un médicament sort, il a déjà été étudié de nombreuses années. Donc nous en tant que patients, on attendait ça. Ça va bouleverser la vie de beaucoup de gens si c'est bien toléré, s'il y a d'autres molécules qui vont arriver, parce que s'il y a des personnes qui ont des résistances sur certaines molécules, il faudra qu'il y en ait d'autres. Donc je pense que c'est quelque chose qui va changer la vie de bon nombre de personnes. Les comprimer tous les jours, c'est pas simple pour tout le monde. Donc Oui. ça, on peut pas dire le contraire. Je vous propose du coup d'écouter le témoignage de Lionel. On a échangé par visioconférence. Alors, comme il était à l'île de la Réunion, le son n'est pas au beau fixe, n'est pas au top, mais il y a quelques interférences. Mais bon, je vous laisse quand même écouter. En fin de compte, déjà, j'ai été contaminé depuis 1991 par une fille qui ne me l'avait pas dit. Et ensuite, je suis resté 10 ans sans prendre d'antirétroviraux. Et j'ai commencé les antirétroviraux en début 2000, donc il y a à peu près 22 ans. Je lui ai demandé du coup comment il avait découvert les injections à longue durée d'action et quels bénéfices il en tirait. J'en ai entendu parler par Internet. J'ai vu qu'il y avait deux nouvelles molécules qui étaient injectables, qui étaient qui étaient pas encore disponibles, mais qui allaient être disponibles. Et j'ai attendu pas mal de temps. J'ai attendu peut-être 3 ans avant de pouvoir en bénéficier parce que ça a été retardé par la pandémie du Covid. Ben, ça faisait longtemps, en fin de compte, que j'essayais de prendre moins de cachets tous les jours parce qu'en fin de compte, je prenais une trithérapie en un cachet. Et en fin de compte, j'espaçais les prises et j'avais envie d'alléger mon traitement. J'en avais marre de prendre des cachets. Donc, j'ai compris que c'était plus intéressant d'avoir deux injections tous les 2 mois plutôt que de prendre un cachet tous les jours. Donc, c'est plus facile et beaucoup plus pratique. Parce que j'avais pas à prendre des médicaments tous les jours. Et puis aussi pour partir en voyage, ben, t'as pas à prendre tes cachets, tout ça. Puis à prendre des cachets chez les gens, si les gens ne savent pas que tu prends des médicaments, t'as un petit peu mal avec l'intramusculaire pendant 2-3 jours. Et après, ça s'estompe. Mais franchement, c'est vraiment confortable de pouvoir bénéficier de ce traitement. Je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux et plus libre. Voilà, donc c'était le témoignage de Lionel. Est-ce que c'est des retours, Jean-Marc, que vous avez aussi sur la ligne d'écoute ?
Ça corrobore ce que moi j'entends beaucoup sur la ligne, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui sont en attente de ces traitements. Il y a beaucoup de patients qui comprennent pas que leur médecin leur propose pas, pourquoi mon médecin m'en parle pas, pourquoi il me propose pas. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas adaptable à tout le monde. Malheureusement, ça peut pas fonctionner sur tout le monde. Ça peut fonctionner peut-être chez des gens aussi qui sont pas depuis trop longtemps sous traitement, qui n'ont pas accumulé comme moi trop de résistance à certaines classes de molécules. Donc voilà, je pense que c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est du cas par cas. Mais c'est vrai que sur la ligne, on entend ça régulièrement des gens qui comprennent pas que leur médecin leur propose pas. Donc moi, ce que je leur dis, c'est qu'il faut toujours dialoguer avec son médecin. Le médecin, avec son médecin, on fait un couple singulier. Il ne faut pas hésiter à être force de proposition. Bien entendu, le médecin, c'est lui qui connaît les choses et c'est lui qui va prescrire. Donc on n'est pas là pour prescrire nous en tant que patient. Mais en tout cas, dire qu'on en a entendu parler et on aimerait bien pouvoir en bénéficier. Et sinon, pourquoi? Et si oui, comment ça peut se faire? Voilà. Donc je pense que c'est à nous aussi de ne pas hésiter à solliciter son médecin infectiologue, puisque ça, il n'y a que l'infectiologue qui pourra le prescrire et non pas le médecin traitant. Donc c'est à nous en tant que patient, il ne faut pas hésiter à poser des questions et à être force de proposition, je le répète, dans la relation singulière qu'on a avec son médecin. Et du coup, peut-être plus une question pour Julia. Action Traitement, l'une des missions, c'est d'informer justement les patients. Quelles sont vos missions là-dessus par rapport aux injections à longue durée d'action? Peut-être présenter un petit peu ce que vous faites auprès des patients. Oui, tout à fait. Donc, voilà maintenant 30 ans qu'Action Traitement existe. Et du coup, on diffuse une information actualisée, accessible à travers différents formats adaptés aux habitudes des personnes. Par exemple, sur cette question d'innovation thérapeutique, on a réalisé en novembre dernier un webinaire intitulé Innovation thérapeutique et VIH vers une révolution. Une question. L'objectif était de croiser les points de vue entre pharmaciens, médecins, infirmiers et associatifs sur ces différentes innovations. Et donc, évidemment, il y avait une grosse partie de ce webinaire qui était consacrée aux injectables. On a également, sur le format papier, sorti l'année dernière, également en juin 2021, une brochure sur les allègements thérapeutiques dans le traitement du VIH. Et chaque année, on organise un atelier collectif sur les avancées thérapeutiques avec un infectiologue de la Pitié-Salpêtrière, le docteur Romain Palich. L'objectif, c'est vraiment, avec tous ces formats, de permettre de donner une information accessible et d'être au plus près de l'actualité thérapeutique. C'est vraiment notre mission principale depuis 1991. Et toutes webinaires, brochures sont disponibles sur notre site internet. Donc le webinaire en replay sur notre page YouTube. Et la brochure, on a une plateforme de commande. Et donc les personnes peuvent commander gratuitement cet outil si il y a des questions qui sont intéressées. Évidemment, donc Jean-Marc est présent aujourd'hui, mais on a une ligne d'écoute qui est co-animée par 2 personnes, de patients experts. Et donc beaucoup de questions ces derniers temps autour des injectables et des innovations thérapeutiques, et on essaye d'accompagner au mieux les personnes. Peut-être rappeler le numéro d'écoute si jamais nos éditeurs souhaitent vous contacter. Bien sûr, c'est le 01 43 67 00 00 et la ligne d'écoute est ouverte du lundi au jeudi de 15h à 18h. Et donc on a beaucoup parlé des injectables. Est-ce qu'il y a d'autres traitements qui sont soit à l'étude, soit qui vont arriver, qui pourraient aussi révolutionner le traitement de la maladie, que ce soit même aussi en termes de prévention? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent bientôt ou dans quelques années? Jean-Marc, j'aimerais réagir par rapport à ça. Ce qu'on attend tous aujourd'hui, c'est un traitement pour éradiquer le virus. C'est ça qu'on attend aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'études et beaucoup de travaux qui sont faits pour essayer de trouver comment on pourrait éradiquer ce virus, parce que c'est compliqué. Le virus, il n'est pas forcément dans le sang, puisque avec le traitement actuellement, on arrive à supprimer la charge virale dans le sang, donc il y a très peu de virus circulant dans le sang, ce qui
fait d'ailleurs qu'on ne transmet plus le virus si on a un traitement efficace. Ça maintenant c'est prouvé depuis de nombreuses années. Mais pour l'éradication, il faudrait trouver des traitements qui permettent de débusquer des virus qui sont cachés dans ce qu'on appelle les réservoirs, les sanctuaires. Donc ces réservoirs, ce sont les ganglions, ce sont plusieurs endroits dans notre corps, l'intestin, le cerveau, enfin certains endroits où les traitements ne peuvent pas arriver et où les virus sont là dans leur petit sanctuaire. Ils ne bougent pas, puisqu'effectivement il y a des molécules qui circulent, donc ils sont dans leur petit réservoir, ils ne bougent pas, et on aimerait pouvoir les faire sortir de leur réservoir et les éliminer, ce qui permettrait effectivement d'éradiquer le virus, et c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Bon, après, il y aura peut-être d'autres choses qui vont arriver, d'autres classes, parce que c'est aussi les enjeux importants, c'est aussi les classes de molécules, puisque là, on a vu les anti-intégrales, mais il y a aussi les inhibiteurs d'entrée, il y a pas mal d'autres molécules qu'on attend pour pouvoir, à plusieurs niveaux d'entrée du virus dans nos cellules, pouvoir bloquer cette réplication. Et donc ça, pour l'instant, il y a encore des études, mais il n'y a rien de fondamental aujourd'hui, à part ces études sur l'éradication et les autres portes d'entrée. Donc on espère qu'il y a des choses qui vont arriver, mais je suis sûr que ça va se faire. Ce qu'on aimerait déjà, c'est que tout le monde puisse être traité, puisque malheureusement, là on parle pour la France, mais il y a beaucoup de pays, dans les pays du Sud par exemple, où les traitements sont pas toujours faciles, on peut pas changer de traitement, on peut pas. Nous, en France, on a quand même la chance de pouvoir changer de traitement quand c'est pas efficace, de passer sur d'autres types de molécules. Voilà. Donc, on espère aussi, parce que je pense aussi que tant qu'on n'aura pas traité tout le monde au niveau de la planète, on ne pourra pas se sortir de ce virus, puisqu'effectivement, il nous reviendra en boomerang. Il y a des mutations, il y a des choses comme ça. Donc, il faut que tout le monde soit traité. C'est ça l'enjeu, je crois, aujourd'hui. C'est que tout le monde soit traité. Oui, tu fais bien de le rappeler. Et concernant le vaccin, c'est une question qui existe depuis des années et des années. Il y a eu des espoirs, il y en a eu moins. Là, on parle d'un essai mené par le laboratoire Moderna sur un vaccin à ARN messager. Donc, c'est la technologie qui a été utilisée pour le Covid. Est-ce que ça pourrait être aussi un espoir de trouver enfin un vaccin contre le VIH ? Oui, bien sûr, on a beaucoup d'espoir, mais on reste prudent, parce qu'on a déjà eu beaucoup d'espoir sur beaucoup de vaccins et on a été déçus. Donc moi, je reste prudent. Toujours de l'espoir, bien sûr, d'un vaccin, puisqu'il y a plusieurs sortes de vaccins. Je ne sais pas si tout le monde, mais il y a les vaccins thérapeutiques et il y a les vaccins préventifs. Donc il y a un vaccin qui peut fonctionner chez des gens qui ont déjà le virus, donc qui permettrait de ne plus prendre le traitement ou en tout cas d'en prendre beaucoup moins. Et puis il y a le vaccin aussi pour éviter de l'attraper. Voilà, donc ça, on a beaucoup d'espoir là-dessus, mais moi je demande à voir. Voilà. Je sais qu'il y a des études qui se font et faut toujours rester optimiste. Je crois que je ne peux pas dire le contraire, puisque moi je fais partie des gens contaminés dans les années 80 et on ne pensait jamais pouvoir être encore là au micro de votre radio plus de 30 ans après. Donc il faut toujours garder l'espoir. La science fait beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de recherches, et puis il y a aussi le Covid aussi participe aussi à la recherche, même sur le VIH. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent aussi sur tous ces virus. Donc je pense qu'on va arriver un jour à trouver quelque chose qui va permettre de faire un vaccin, mais c'est très compliqué parce qu'il y a une grande variabilité de types de virus VIH, de sous-types. Et c'est pas facile de trouver quelque chose qui puisse fonctionner sur tous ces virus, puisque faut savoir que les virus se répliquent, se transforment, changent, il y a des mutants, comme il y a dans le corona, on dit qu'il y a toujours de nouvelles souches, des nouvelles choses. Dans le VIH, il y en a aussi beaucoup, donc c'est pour ça que c'est difficile de trouver quelque chose qui puisse fonctionner sur tous ces sous-types de virus. Donc ça prend du temps. Peut-être qu'ARN messager, ça va être la clé, on l'espère en tout cas. Oui, comme tu dis, on l'espère. Je vais peut-être vous laisser pour la dernière question, peut-être rajouter quelque chose qu'on n'a peut-être pas évoqué, qui vous semble important, ou vous faire passer un message à nos auditeurs qui sont concernés par le VIH ou d'autres non. Non, moi ce que je dis, parce qu'on parle souvent de PrEP, on parle souvent de toutes ces choses, de tous ces outils qui sont effectivement très intéressants, mais il faut savoir que je pense par exemple à la PrEP. La PrEP c'est bien, mais il faut savoir que ça protège seulement contre le VIH. Donc ça veut dire aussi qu'aujourd'hui en termes de prévention, il
faut penser qu'il y a d'autres agents pathogènes, d'autres virus, d'autres bactéries. Donc il faut quand même, si possible, quand on peut, se protéger parce que les outils qu'on a avec la PrEP ne protègent pas contre tout. Et je pense en particulier aux hépatites, hépatite C, hépatite A, hépatite B et toutes les autres IST. Donc je pense que la PrEP c'est bien, mais il faut savoir que ça ne protège pas contre tout. Donc ça c'est mon message par rapport à la PrEP, c'est bien, mais il faut quand même être prudent. Un message prévention est toujours important. Exactement, Julia. Et moi, je voulais juste rajouter peut-être un point un peu... voilà, si vous avez toute question sur les innovations thérapeutiques, sur la qualité de vie, etc., n'hésitez pas à appeler Jean-Marc ou notre autre bénévole qui pourront répondre avec plaisir à vos interrogations. Et également aller voir le webinaire sur les innovations thérapeutiques et les injectables. Vraiment, s'il y a des questions qui restent dans un coin de votre tête, n'hésitez pas à aller visionner ce webinaire. Ou même vous rendre sur le site d'Action Traitement qui est très bien fait, où on trouve plein d'informations. Donc n'hésitez pas, je mettrai les liens comme d'habitude sur notre site, le lien internet, et rappelez aussi peut-être l'adresse postale pour les franciliens. Oui, alors Action Traitement est situé au 23 rue Duris, 75 020 Paris. Donc on est voisins du comité des familles. Exactement. Donc si vous passez chez l'un, passez chez l'autre. Voilà. Comme ça. Une pierre deux coups. Je vous remercie grandement en tout cas d'avoir été présents tous les deux, d'avoir été aussi pédagogues, de nous avoir expliqué ce que c'était en toute transparence. Voilà, merci. Je vous souhaite une... Et nous, on remercie le comité des familles de nous avoir invités. On est toujours là. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous laisse les auditeurs avec une petite pause musicale. Retrouvez tous les titres des musiques passées pendant notre émission sur le site Comité des familles si jamais vous voulez les réécouter.
êtes à l'écoute de Vivre avec le VIH, l'émission qui donne la parole aux séropositifs et à ceux qui les aiment. On passe tout de suite aux annonces du cœur. Pour publier un message, rendez-vous sur notre site comitedesfamilles.net à la rubrique Annonces. Pour vous inscrire, il suffit de renseigner une adresse mail et un pseudonyme. Si vous avez des questions ou vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à appeler le 01 40 40 90 25. Nous serons là pour vous aider. Salam à tous, je suis une belle jeune femme musulmane et pratiquante d'origine Afrique de l'Ouest et vivant en Scandinavie, maman d'une fille de 10 ans. Bonjour à tous, je suis ivoirien, la cinquantaine. Je suis à la recherche d'une femme de préférence musulmane pour construire une nouvelle vie. Je vis dans la région parisienne, cordialement. Je suis un jeune homme black de 33 ans, je suis arrivé à un moment de ma vie où j'ai besoin d'un enfant. Je suis responsable, j'assume mes actes, devoirs, j'ai tout ce qu'il me faut pour assumer et assurer ma responsabilité. Je cherche une jeune femme qui habite en France pour avoir un enfant avec elle. J'habite en France, je ne suis pas le mec idéal ni parfait, j'ai plein de défauts et certaines qualités. Si vous avez un tel projet et le désir d'avoir un enfant, je serai ravie d'échanger avec vous et faire connaissance. Bonjour, je me prénomme Guy, un jeune homme attentionné de 32 ans, séropositif et riche de pensées positives. Je vis au Cameroun et précisément dans la ville de Douala. Je suis ouvert pour une relation sérieuse avec une personne, homme ou femme, qui désire la même chose que moi, un foyer stable basé sur la confiance et l'amour. Je suis ouvert à toute proposition, hâte de vous lire. Bonjour, je suis un jeune homme africain travaillant et vivant en région parisienne. Je recherche idéalement une jeune femme stable et âgée de 34 ans pour faire connaissance et idéalement construire une vie à deux. Je suis indétectable et en bonne santé, au plaisir de vous lire. Je suis un homme de 44 ans, célibataire, vivant en Côte d'Ivoire, aimerait rencontrer une femme dont l'âge varie entre 35 et 65 ans, qui a le même statut que moi, c'est-à-dire séropositif. Pour une relation durable, sincère, voire mariage, j'ai un enfant. Je vous laisse avec un peu de musique, on se retrouve tout de suite après pour les infos de la semaine. به دو نقش و به دو
écoutez Vivre avec le VIH. C'est l'heure des infos de la semaine, on y va tout de suite. Je vous en ai parlé la semaine dernière, la FRAVI, l'Alliance francophone des acteurs de santé contre le VIH et les infections virales chroniques ou émergentes, s'est tenue du 6 au 8 avril à Marseille. À cette occasion, l'Alliance a lancé son Afrapédia. C'est une encyclopédie en ligne qui se veut être, je cite les auteurs, un livre multimédia en libre accès à destination du grand public averti sur le VIH et la santé sexuelle. Ce site est l'héritier du livre VIH, hépatite virale, santé sexuelle, publié par la FRAVI il y a déjà quelques années et qui avait connu un grand succès. Alors sur ce site, on trouve plusieurs questions sur le VIH, les hépatites virales, les infections chroniques ou émergentes. Mais le site parle aussi du vécu des personnes qui vivent avec le VIH ou qui vivent avec une IST, qui sont toujours, voire souvent oubliés des encyclopédies et des sites médicaux informant sur le VIH. Alors si vous êtes intéressé, je vous donne rendez-vous sur le site www.afrapedia.org, afrapedia.org. Vous trouverez toutes les informations que vous voulez sur le VIH. Toujours à l'occasion de la FRAVI, l'association Aide a profité de l'occasion pour demander à la France d'augmenter le financement du Fonds mondial de lutte contre le sida et d'atteindre 2 milliards d'euros en 2022. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, contre la tuberculose et le paludisme, de son nom complet, c'est une fondation internationale à but non lucratif. L'argent récolté par les pays permet d'investir pour mettre fin aux épidémies de VIH, de tuberculose, de paludisme dans le monde. La France est le deuxième pays à donner le plus d'argent après les États-Unis. Près de 6 milliards d'euros ont été investis à ce jour. Malheureusement, la crise sanitaire liée au Covid-19 a énormément fragilisé la mobilisation et en 2019, notre pays a donné 1,3 milliard d'euros. Alors Aide demande à doubler le financement pour l'année 2022 et ce pour 3 années consécutives. Ce ne sont pas les seuls à demander à augmenter les fonds. Les administrateurs du Fonds mondial espèrent également une hausse des contributions internationales à hauteur de 18 milliards d'euros pour pouvoir enfin éradiquer le VIH en 2030, comme l'espère l'OMS. Avec une fake news, une fausse information qui circule sur Facebook dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Selon la publication partagée plus de 5000 fois sur Facebook, je le disais, une nouvelle maladie sexuellement transmissible, plus grave que le VIH, aurait été découverte au Japon et circulerait dans le monde. Le préservatif ne serait même pas efficace pour prévenir l'infection. Collée à cette publication, la photo d'un homme couvert de boutons granuleux. Cette information est totalement fausse, a confirmé l'OMS et le ministère japonais de la Santé à l'AFP, l'agence française de presse. En enquêtant, l'AFP a retrouvé l'origine de la photo qui accompagne le post Facebook. Il s'agit en réalité d'un homme atteint de la variole, photographié en 1886. Je le rappelle, la variole est une maladie qui a été éradiquée 10 ans plus tard de la photo en 1980. Il faut donc faire attention, je le rappelle, aux informations qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de nouvelles infections sexuellement transmissibles, mais le VIH, les hépatites virales, la syphilis et autres sont toujours là. Et comme le rappelle l'OMS, les préservatifs constituent l'une des méthodes de protection les plus efficaces contre ces infections.
Vivre avec le VIH, c'est déjà fini. Je vous retrouve du coup pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Nous partons pour une pause printanière pendant les vacances. J'espère vous retrouver vite et n'hésitez pas à écouter, je le rappelle, tous nos épisodes en podcast. Ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez pas à les partager et à très vite.